Yofi, Ok. shalom à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on se retrouve avec le docteur Eliezer Charodotsky. On entend pas très, on entend mal le son est très bas. C'est pas grave, parce que c'est Eliezer qu'il faut entendre. En tous les cas, on est très content et on continue à parler avec toi de Oslo ou de l'après-Oslo. En tous les cas, qu'est-ce qu'on va faire avec ces accords d'Oslo? Comment on va réussir à changer la donne? Bechavod, tu nous fais un petit... Où on en était On fait un petit dans nos topo. Ouais. Johan, Toda Rabba. Toda Rabba, bonjour à tous. Oui, on est, à vrai dire, à notre 5e rencontre au sujet de la Tchouva sur Oslo. Euh, on a parlé un peu des précurseurs, on a parlé des différentes façons de mesurer J'entends rien du tout. l'avancée du sionisme de manière démographique, de manière par l'Aïtiashvut, par J'entends rien. l'expansion territoriale. Ensuite, on a parlé de l'alternative. On a donné 2 conférences sur l'alternative à Oslo, avec le plan de Trump, avec les conditions qui sont nécessaires pour le transfert, à savoir des conditions d'instabilité, de guerre, et puis l'appui d'une superpuissance mondiale, que ce soit l'Angleterre dans les années 30 ou que ce soit les États-Unis de Trump dans les années 20, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais on a dit qu'il y avait une certaine inhibition, un certain malaise à adopter ça. Et puis, pour finir, il y a la famille Blia qui a reformulé de manière, avec beaucoup de, comment dire, euh, de, de manière positive. La définition du transfert, c'est tout simplement mettre à la. C'est pas que les khatris, là, a priori, on met à la porte les personnes qui ne sont pas juives, mais tout simplement, il y a des conditions à la présence dans l'État d'Israël, des conditions qui tiennent à la reconnaissance de la souveraineté juive, la légitimité d'un État juif et démocratique, etc., etc. Aujourd'hui, on va revenir un peu 30 ans en avant sur les débuts du processus d'Oslo et essayer de comprendre euh, la, euh, la signification, je ne veux pas dire existentielle, mais la signification spirituelle pour une certaine partie de l'élite et pas seulement de l'élite israélienne qui a vu dans le processus d'Oslo et dans la reconnaissance du soi-disant peuple palestinien quelque chose qui donnait réponse à un besoin intérieur, un besoin de normalité, un besoin euh, euh, de peut-être euh, la seule chose qui n'a pas été accomplie par le sionisme. Il faut savoir que beaucoup voyaient dans le sionisme pas seulement un moyen de retour sur sa terre et d'avoir un Heimstatt, comme c'est dit dans la plateforme de Bâle de 1897. Heimstatt, c'est-à-dire un, un, un foyer national, un foyer national juif indépendant sur sa terre, mais qui voyait comme but du sionisme la normalité, la normalisation, c'est-à-dire la sortie de l'état du peuple paria et une existence, somme toute, une normalisation parmi les nations. Et pour ces personnes, effectivement, le processus d'Oslo, c'était quelque chose qui allait dans ce sens, on va le voir. Yalla. Chers amis, alors, euh, 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 on revient dans les détails de notre tchouva sur Oslo, mais avant tout, peut-être pas la tchouva, mais l'analyse, encore une fois, basée. Là, ce cours, il est entièrement basé pratiquement sur le livre Malkodet Oslo, le piège d'Oslo, de Yuval Bloomberg, qui est sorti il y a quelques années, un livre que je recommande. J'imagine qu'il a déjà été traduit en anglais, pas en français. Voilà. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est que quand même, il y a problème. Jusqu'à fin des années 80, début des années 90, Arafat, l'Organisation de libération de la Palestine, c'était
le plus grand ennemi du peuple juif après la Seconde Guerre mondiale. Après Hitler, c'était celui qui avait causé au XXe siècle le plus de tort au peuple juif. Naturellement, par les attentats, par la délégitimation, par les prises d'otages, par, etc., etc. Et maintenant, la question est, mais attendez, comment est-ce que on fait passer Arafat, Imar Shemo, de terroriste à Colombe de la paix, en un clin d'œil? Comment légitimer ça? Ça ne va pas de soi quand même. Ça ne va pas de soi. Et comment est-ce que ça va être reçu par la population? Comment est-ce que faire acquiescer et faire accéder la population à soutenir le processus d'Oslo, parce que sans son soutien, ça ne tiendra pas longtemps. Comment mobiliser l'opinion nationale? Alors, il y a eu d'abord quelques arguments d'ordre pratique. Il disait, bon, vous savez, Arafat, c'est quand même préférable à Hamas. Pourquoi? Parce qu'il parle d'une langue nationaliste, il ne parle pas une langue fondamentaliste, etc. Il est quand même mieux. Deuxième chose, et ça, il y a la citation célèbre de Yitzhak Rabin qui disait, bon, lui, à savoir Arafat, il va s'occuper du Hamas et de ses extrémistes sans Bagatz et sans B'Tselem, c'est-à-dire sans la haute cour de justice et sans toutes les organisations non gouvernementales, pacifistes, qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui ne laissent pas agir, qui ne laissent pas Tsahal agir, etc. Ce n'est pas ce qui va empêcher Arafat de mettre de l'ordre chez lui. Ça, c'est deux premiers arguments. Un troisième argument, qui était plus profond, il disait, non, vous ne comprenez pas. L'OLP a subi une véritable métamorphose. Ce n'est plus les mêmes personnes. Oui, les gens qui ont, à l'époque, déjà près de 30 ans d'expérience de terroristes, eh bien, du jour au lendemain, ils se sont tout simplement métamorphosés, ce sont devenus de nouvelles personnes. Maintenant, ils vont devenir des hommes d'État responsables, ils ont des choses à perdre, ils ne vont pas se précipiter pour faire des bêtises parce que les risques sont trop grands. Il y a toute la communauté internationale qui a les yeux rivés sur eux. Ce n'est pas si simple. Mais il y a une chose qui est plus intéressante. Lorsque vous ouvrez les journaux de l'époque, fin 93, début 94, vous voyez des choses très intéressantes, même folles, ça tient de la science-fiction. On parle dans les journaux israéliens des jeunes héros de la révolte des pierres. On vous fait le who is who de l'intifada. Et voilà, ça c'est le directeur un tel, ça c'est le dirigeant de telle force, ça c'est, etc., etc. On parle de l'intifada en termes de guerre d'indépendance. C'est leur guerre d'indépendance. Nos meilleurs écrivains se mobilisent pour dire, comme Aleph Bet Yoshua, que eux aussi, les jeunes Palestiniens, vont déposer les armes. Quand ça? Une fois la normalité acquise. Une fois qu'ils auront leur État souverain, eh bien, ils vont déposer les armes. Et puis, je me rappelle de l'époque, c'était très populaire. J'enseignais à l'université, j'étais métarguel en faculté de Sciences Po à l'université, pas en 93, mais je ne sais pas, 95, 96. Et puis, vous jetiez des arguments comme, mais attendez, mais on a conclu des accords avec des terroristes, c'est des gens qui font sauter des autobus. Ça explosait déjà à plein.
à Dizengoff, etc., et à Jérusalem. Et puis, quelle était la réponse qu'on vous renvoyait? Ben, attendez, nous aussi, on avait nos Lehi, on avait nos Etzel, nous aussi, on avait nos terroristes. Nous aussi, on faisait exploser je ne sais pas, les usines, par exemple, de traitement du pétrole à Haïfa, avec des dizaines de morts, etc., etc. Nous aussi. Et donc, l'intifada, elle était présentée et perçue presque exclusivement à travers le prisme de l'histoire sioniste. C'est-à-dire que nous, on a fait ça, maintenant, 50 ans après, exactement 50 ans après, un peu moins, ils font la même chose. Maintenant, vous voyez le mécanisme psychologique, le roulement psychologique qui entre en jeu, très intéressant, regardez, trucs comme ça, parce qu'en apparence, mais c'est quoi? Tu t'identifies à ton ennemi qui est en pleine action, qui est en train de te tuer, mais c'est quoi ce masochisme collectif? On a perdu la tête, mais lorsqu'on creuse, on voit que derrière cette rationalisation de la violence arabe, et en la présentant comme une copie conforme du sionisme à ses débuts, dans les années 30, dans les années 40 du XXe siècle, eh bien, qu'est-ce qu'on dit en gros? On dit, bah, écoutez, c'est nos petits frères. Les Palestiniens, c'est nos petits frères. On ne peut pas leur refuser ce que nous-mêmes avons revendiqué il y a à peine 50 ans. Refuser un État aux Palestiniens, c'est refuser la légitimité de l'État juif. Vous comprenez le mécanisme? C'est très fort. Maintenant, en leur donnant le droit à leur État, parce que, bon, on comprenait très bien que c'est là que ça allait. C'était le vecteur. En leur donnant, en accordant le droit à leur État, eh bien, à qui on accordait le droit à un État parallèlement? À l'État d'Israël. Vous comprenez? C'est qu'on a tellement imbriqué le combat palestinien et le combat juif qu'on s'est rendu dépendant, tributaire de la réussite de leur combat. Vous vous rappelez, il y a un mois, on s'est rencontrés dans une conférence qu'on a appelée la déclaration de la dépendance d'Israël. C'est exactement ça. On s'est rendu délibérément dépendant de nos ennemis. En nous disant, si on leur refuse leur droit à l'autodétermination, eh bien, c'est comme si on se le refusait à nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est fou. Mais lorsque vous lisez les journaux, lorsque vous écoutez les déclarations des dirigeants de l'époque, entre les lignes, c'est ce que vous entendez. Maintenant, ça c'est une première chose. Ça c'est une première chose. Maintenant, pour que cet argument marche, il y a beaucoup de choses dont il faut faire abstraction. Entre autres, il faut faire abstraction de l'histoire, de la culture, de la religion, de l'idéologie, de la mentalité arabe, musulmane, etc. Il faut faire abstraction de tout cela et dire qu'en fait, non,
Les Palestiniens, c'est des Juifs comme nous, à la différence de plus jeunes de 50 ans, c'est tout. Comme on dit en hébreu, c'est tout. Voilà. Maintenant, naturellement, que lorsqu'on creuse un peu dans l'histoire, eh bien, on voit que, attendez, mais Etzel et Lehi, ce n'étaient pas des terroristes. C'était d'ailleurs une arme de dernier recours. Jamais délibérément ils ne cherchaient à tuer des personnes civiles. Pour preuve, ils appelaient chaque fois les endroits où ils avaient planté des bombes pour avertir les personnes, pour qu'ils puissent les quitter. Et dans les cas extrêmes, ils s'en prenaient à la population arabe lorsque les Britanniques les laissaient faire et que nous, le seul moyen, la seule alternative, les seules deux alternatives qu'on avait dans la fin des années 30, c'était soit se laisser massacrer, soit répondre par action de représailles, faute de pouvoir passer en justice. Les terroristes. Pourquoi? Parce que si on avait mis en place des tribunaux, eh bien immédiatement les Britanniques seraient venus nous arrêter. Donc la seule chose qu'on pouvait faire pour se défendre, et là je cite Jabotinsky, je crois qu'on l'avait cité déjà il y a quelques années, il disait, c'est pas que délibérément on va attaquer, non, c'est de l'autodéfense, c'est la seule possible quand on est sous mandat britannique hostile. C'est la seule chose qu'on peut faire. La seule alternative, c'est de se laisser massacrer sans se défendre. Ça, c'est un point historique. Deuxième point, le point religieux. Chez les Arabes, la religion joue un rôle central. Chez les musulmans, la religion joue un rôle central. Et aux yeux de cette religion, eh bien, les Juifs n'ont pas droit à un État souverain en Eretz Israël. Les Juifs ne sont même pas un peuple. C'est un dhimmi. Un dhimmi. C'est une minorité qui peut être tolérable si elle se conduit en tant que minorité religieuse uniquement. Faire abstraction, il faut faire abstraction de la mentalité. D'une mentalité qui n'est pas occidentale. On fait des concessions réciproques. Non! Si tu me fais des concessions, ça veut dire que tu es dans ton tort. Ça veut dire que j'ai raison. Ça veut dire que je dois, au contraire, exiger encore plus. C'est tout sauf symétrique, etc., etc. C'est-à-dire qu'on atteint pour, comment dire, les masguerres, mais voir notre conflit dans un cadre uniquement de l'histoire sioniste, il fallait faire abstraction de toutes les autres lectures possibles de ce conflit. Lecture qui était bien plus plausible que la lecture qu'on a choisie. Maintenant, essayez de dire ça à Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il vous répond? Il n'entre pas dans un débat. Il vous répond la chose suivante, je cite. Qui affirme de telles sottises? Lorsque vous les dites, mais et tout ce que je vous ai dit, qui affirme de telles sottises? Pour Peres, Shimon Peres, la seule explication du conflit, c'est encore une fois une explication normalisatrice, à savoir la source de tous les maux, la source de tous les fondamentalismes, c'est la pauvreté. Et la seule réponse
démocratie et développement économique. C'est-à-dire le gars, il a complètement adopté, enfin pas complètement, mais en grande partie, adopté la logique marxiste, que l'économie décide de tout. Et puis tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent des bêtises. Quand on lui rétorque, mais attendez, cher Shimon, vous savez, regardez dans les États arabes et musulmans, vous ne trouvez pas une seule démocratie, rien, nada, gournisht, kloum. Encore une fois, il revient à sa réponse, cessez avec vos bêtises. Maintenant, encore une fois, il faut voir que dans cette explication de Pérez du conflit, on commence à rêver du Singapour du Moyen-Orient, du Hong Kong du Moyen-Orient, de la Suisse du Moyen-Orient, avec tout, chacun qui prend qui invente sa métaphore. Eh bien, tous mettent l'accent sur l'aspect économique, sur l'aspect emploi, sur l'aspect croissance, produit national brut, etc., etc. Et pour tous, c'est présenté comme la panacée aux guerres et au fondamentalisme. Et naturellement, ça normalise notre conflit. C'est-à-dire, pour finir, on est tous normaux, on veut tous vivre bien, confortablement et en richesse. Zéro. On fait tous partie, en gros, de la même dynamique. Il n'y a pas des Arabes et des Juifs. Il n'y a pas des Juifs et des musulmans. Non. Tout ça, c'est passé. On est avant tout des homo economicus. Des gens qui veulent, qui aspirent à un confort économique. Maintenant, ça, on revient au troisième point. Un troisième point très, très important. Et ça aussi, beaucoup d'écrivains l'écrivent, parmi eux, Shulamit Har-Even, qui dit, vous savez, aujourd'hui, au Moyen-Orient, on n'est plus entre juifs et arabes. Non. Le conflit n'est plus entre juifs et arabes, entre juifs et musulmans. Le conflit est, en fait, le camp et le conflit, il y a deux camps. C'est le camp des modérés et le camp des extrémistes. Il y a des modérés des deux côtés et il y a des extrémistes des deux côtés. Et comme elle l'écrit, la ligne de partage des eaux ne passe plus entre peuples, mais la polarisation est entre des gens sobres, comme on dit en hébreu, anashim shfuim, des gens sobres qui veulent une fin au conflit d'un côté et les extrémistes de l'autre côté qui ne désirent pas la paix. C'est-à-dire, il y a ici, on efface l'aspect national. On efface, en gros, pour parler un peu plus, pour creuser un peu, vous savez ce qu'on efface? On efface l'identité. Asvou, l'identité, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est le revenu. On laisse de côté le qualitatif et on privilégie le quantitatif. Maintenant, naturellement, on va y venir. Sans demander leur avis aux Arabes ou à ceux qu'on appelle les Palestiniens. Non, 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 il ne faut pas leur donner les avis. C'est-à-dire, parce que on va voir, ce n'est pas vraiment leur avis. Hein? Et donc là, il y a
toute cette position, elle souffre d'un ethnocentrisme et d'un mépris fou qu'on ne ressent même pas. Mais allez, on continue. Maintenant, pourquoi est-ce que cette présentation, elle est tellement séduisante? Cette présentation, en fait, il n'y a pas juif et arabe, il y a modéré et extrémiste. Ce truc, il est hyper tentant pour la simple raison que lorsque vous étudiez le développement de la vision libérale dès le 19e siècle, eh bien, pour la vision, pour un individu libéral, il y a une grande anomalie dans l'histoire humaine. Cette anomalie, c'est les mouvements nationalistes. Les mouvements nationalistes, aux yeux libéraux, ils sont irrationnels. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez risquer votre vie pour je ne sais pas, un moi collectif, c'est insensé. C'est insensé. Et là, tout d'un coup, les juifs de tendance libérale, eh bien, ils voient leur sentiment libéral revendiqué. Et ils peuvent lui donner libre cours. Ils peuvent donner leur voix, leur sentiment antinationaliste, anti-religieux, individualiste, rationnel, dans le sens occidental du terme. Et là, naturellement, la prochaine étape du combat, eh bien, ce n'est pas contre les terroristes arabes. Non. Les terroristes arabes, ils doivent être traités par les modérés arabes. C'est-à-dire, celui qui doit se charger du Hamas, eh bien, c'est qui? C'est Arafat. C'est pas nous. De qui est-ce que nous, on doit se charger? De nos extrémistes à nous. Chacun ses extrémistes. Qui sont nos extrémistes? Les colons, les mithyashvim, les messianistes, les gens de droite, les ennemis de la paix, les réfractaires à la normalisation, les adeptes de la guerre et du conflit. Maintenant, ça va même plus loin. C'est que même quand il y a des gens de gauche qui disent non, 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 on allait trop loin là, comme Amos Oz, Yoshua, d'autres qui disent non, mais écoutez, il y a, pardon, comme le dit Amos Oz, quand je suis arrivé dans un salon d'une famille de Ofra, eh bien, j'ai vu plein de livres qui sont aussi dans mon salon, des livres de la Scala, etc. Non, ils sont aussi ils sont sympas. Ils sont sympas. Alors, qu'est-ce qu'on leur répond? Non, vous jouez le jeu des extrémistes. Vous êtes des collabos. Personne à qui parler. Attendez, j'allume la lumière. Personne à qui parler. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est qu'en fait, le combat, ce n'est pas seulement un combat pour la paix, ce n'est pas seulement un combat pour la normalité, mais c'est avant tout une lutte contre les anormaux parmi nous. Les nationalistes, les Meshichim, les Mityashvim, ceux qui parlent au nom du Tanakh, de la Bible, etc., etc. Ceux qui ne veulent pas de la normalité libérale. C'est un combat entre eux. En gros, c'est un combat pas seulement pour la neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire le combat pour la neutralité? C'est un combat contre Israël comme État juif.
Et maintenant, vous allez dire, eh, c'est pas comme ça chez tous. C'est pas comme ça chez tous. Mais il y a beaucoup chez qui c'est comme ça. On se rappelle de la fameuse citation de Ron Pundak, l'un des deux architectes de Oslo et qui a mené les organisations à l'époque clandestines et qui a dit que le but, c'est pas la paix. Le but, c'est la normalité. Le but, c'est de, comment dire, mettre sous silence tous ceux qui veulent voir en Israël un État juif religieux, un État juif prophétique. On doit les mettre en sourdine, sous silence, on ne doit pas leur laisser parler. Et pour ça, on a besoin de grands idéaux, comme la paix. On voit que tous les vecteurs de Oslo, eh bien, ils sont sur des rails parallèles. Paix, normalité, mise au banc de la société de tous ceux qui répondent pas présents et qui n'acceptent pas corps et âme la nouvelle religion de la paix. Maintenant, on continue. Quand même, dans la première année, c'est pas si simple. On parle, mais qui va être responsable de notre sécurité? Mais qui va assurer nos frontières? Où vont passer nos frontières? Il faut savoir que dès le début, il y a de grandes controverses, parce que nous, quand on parle de Gaza et Jéricho, eh bien, Jéricho, pour nous, c'est 25-30 km². Pour Arafat, Jéricho, c'est 350 km². C'est-à-dire, pour lui, Jéricho, c'est exactement la même superficie que toute la bande de Gaza. Et puis nous, regarde, Loïc Cavano, non, pour nous, Jéricho, c'est la ville. Pour lui, Jéricho, c'est la police grecque, quelque chose de très grand. Mais ça, on va le voir après. Maintenant, on a plein de questions d'ordre pratique. Alors là, les gens commencent à se dire, non, on doit apprendre notre peuple à penser autrement, à penser grand. Et vous avez un auteur très connu, David Grossman, qui raconte la chose suivante. Je me suis mis à ma table, j'ai pris un papier blanc et j'ai écrit en grandes lettres en haut, rêver la paix. Comment rêver la paix? Et j'ai regardé et je l'ai souligné et je l'ai mis en couleur et en pointillé, etc. Il raconte tout ça. Rêver la paix. De quoi vont avoir l'air nos sociétés quand la paix va s'instaurer? Et là, c'est toute une machine médiatique qui est mise en branle pour orienter les yeux de toute une nation vers quelque chose, vers un rêve. Problème, ce rêve est complètement déconnecté de la réalité. Pourquoi? Que par exemple, il y a une personne que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent,
Il s'appelle Yigal Karmon, le général, le lieutenant-général Yigal Karmon. Je crois que c'est un lieutenant-général ou général. Qui était dans les renseignements, qui était dans l'administration civile de Judée-Samarie. Il était à sa tête à un moment. Et puis, il recueille des discours de dirigeants arabes, palestiniens, et il les traduit. Et il vient à la presse, et c'est une personne de gauche, somme toute, ce n'est pas une personne de droite. Mais c'est quelqu'un qui est honnête. Alors il vient avec ses traductions, et il les propose à la presse. Et puis personne ne veut les publier. Pourquoi? Parce que dans tous ces textes, on parle de djihad, on parle de guerre sainte, on parle de cheval de Troie, on parle de tout ce que vous voulez. C'est la personne qui ensuite a monté le site Memri. Memri, qui traduit tous les textes publiés dans le monde arabe sur le conflit israélo-arabe. Voilà, pour connaître, mais je ne sais pas, je sais même pas s'il les analyse trop. Oui, il y a un peu d'analyse, mais avant tout, c'est des textes tels quels qu'on nous présente. Maintenant, il vient apporter ces textes à Nahum Barnea, de Yediot Achronot. Et Nahum Barnea lui dit la chose suivante. Je ne vais pas les publier. Maintenant, Yigal Karmon de rétorquer. Mais Nahum, je ne fais que dire la vérité et rapporter ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire, je n'aimais même pas mon avis. Je dis uniquement, je t'amène la traduction de ce qui a été dit. Et quelle est la réponse de Nahum Barnea, l'un des journalistes phares de Yediot Achronot jusqu'à nos jours, et à l'époque à plus forte raison? Il dit la chose suivante. Il n'y a pas de vérité. Tout se mesure selon la question qui tu sers, au service du qui tu te mets. Et toi, tu es au service des ennemis de la paix. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu une chose très simple. Azov, Raboubik, laisse tomber. La vérité, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce qui intéresse? C'est le pouvoir. Et notre but, aujourd'hui, c'est de battre la droite et les religieux et de les vaincre. Et pour cela, on a besoin de la paix, entre guillemets, naturellement. La paix et le processus d'Oslo, c'est un outil de lutte politique contre nos adversaires à la maison. Je me rappelle, j'étais en Israël depuis 1993. Et puis, j'étais fou de ce qui se passait, je ne comprenais pas, j'allais aux manifs, etc., etc. Puis, je me rappelle, c'était quoi? C'était 94 ou 95. J'ai lu un article de Benny Begin qui a dit plus ou moins cette chose-là. En fait, le combat, ce n'est pas pour ou contre la paix, c'est le combat par Oslo et par la paix, entre guillemets, contre la droite et contre le Mafdal, etc., etc. Donc, qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que, vous pourrez dire, attendez, mais alors c'est contradictoire. Attendez, alors c'est pour la normalité ou c'est contre les Israéliens de droite? C'est pas la même chose. Ron? Et oui et non. On peut répondre de deux façons à cela. On peut dire, bon, il y a des personnes qui soutenaient le processus et pour qui l'essentiel, c'était la paix. Il y a des personnes pour qui l'essentiel, c'était le pouvoir. Et la paix, c'était le moyen. Et il y a des personnes qui vous pourraient vous dire, écoutez, c'est la même chose. On ne peut pas accéder à la normalisation avec de tels réfractaires à la maison. Mais encore une fois, dans les deux cas, pour finir, il fallait une dose énorme de refus de voir la réalité pour s'obstiner dans le processus. Mais je pense quand même que la raison profonde, c'était un rêve, un cauchemar, d'arriver à la volonté d'arriver à tout prix à se dissoudre, à être un peuple comme tous les autres peuples. J'ai déjà trop parlé, parole à vous. Libéral, cela veut dire postmoderne? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, non, non. Postmoderne, c'est quelqu'un qui nie tout, qui relativise toute chose. Libéral, c'est ceux qui voient toutes les choses à la mesure de l'individu. Et c'est une idéologie libérale. C'est une idéologie où il y a, à la base de laquelle il y a le pluralisme, la liberté, les droits, etc., etc. C'est pas relatif. Slicha, mais postmoderne, c'est justement ça. C'est chez les postmodernes qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a pas de vérité parce qu'il n'y a pas de vrai et qu'il n'y a pas de faux. C'est dans le postmodernisme qu'on ne voit que les individus. Le libéralisme, au début, c'était quand même le libéralisme politique, le libéralisme économique. Il ne comportait pas ces excès-là qui sont venus, à mon avis, enfin, je m'excuse, avec le postmodernisme, plutôt. Oui, oui, non, c'est pour ça que je dis la différence entre les deux mouvements. C'est l'idée de liberté, ce n'est pas une idée postmoderne. Et c'était l'idée qui était à la base du mouvement libéral. Je peux faire une remarque? Beta. Oui, c'est nouveau, mais en même temps, c'est toujours la même attitude qu'avaient déjà les soviétiques, par exemple, enfin, les communistes qui approuvaient le soviétisme et qui disaient, quand on a commencé à parler, quand ils ont commencé à découvrir toutes les horreurs du communisme, ils disaient, on va pas faire le jeu des fascistes, donc il faut pas en parler, quoi. Ils refusaient d'en parler pour ne pas faire le jeu de ce qu'ils appelaient les fascistes, quoi. Donc c'est toujours un peu la même attitude. Oui, oui. C'est-à-dire, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Il n'y a rien d'autre. Et si tu es avec nous, tu ne peux pas nous critiquer. Voilà, exactement. C'est déplorable, mais c'est comme ça. Et alors, ils n'ont rien. Enfin, il n'y a pas tellement de leçons. Il n'y a pas tellement de leçons de l'histoire, quoi. C'est ça qui est. Oui, entre autres, on n'a pas cité, mais c'est ce que disait Pérez. On n'a pas besoin de l'histoire. Ah, oui. On ne doit pas être prisonnier de l'histoire. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qu'il aurait dit, mais j'imagine, je peux imaginer ce qu'il dirait à la formule
Maaseh Avot Siman Lebanim. Les actes des patriarches et des matriarches, c'est un présage, un signe pour ce qui va arriver aux enfants, non? נכון, Pérez, non, tout à je pense, fait. non, on recommence à zéro. Non, c'est dommage. Bon, Ok. enfin, merci en tous les cas pour votre. C'est toujours très, très intéressant. Voilà, Merci à très vous. juste. Peut-être on pourrait aussi faire attention au fait que tout à coup, les mots perdent leur sens. Le mot paix, c'est pas une idéologie, hein. De même que le mot démocratie, c'est pas une idéologie. C'est des mots qui ont un sens précis. À partir du moment où les mots n'ont plus de sens, on peut plus parler. D'abord, c'est très difficile. Et en plus, le mot paix, en fait, c'est le pacifisme. On peut se rappeler la lettre que Orwell avait écrite à Gandhi pendant la guerre. Il avait dit, ah, et avec votre pacifisme, qu'est-ce que vous faites des Juifs là qu'on va exterminer là? C'est quoi l'idéologie quand on transforme un mot en idéologie sans le dire? C'est très dangereux. Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut commencer, quand le mot perd son sens, on peut commencer à le rêver. Et dans ce rêve, tu mets tout ce que tu veux. Le flou, c'est très dangereux. C'est ce qui s'est passé avec le mot Maman. démocratie d'ailleurs. D'accord. Wow, Tov, Haverim. Et je m'excuse d'abord pour les problèmes techniques qu'on a eu au début. J'espère que ça n'arrivera plus. Voilà. Ça arrive, des problèmes Ça techniques. ne doit pas arrive. arriver. Je suis désolée. Bien. Ouais, Haverim, Mashiach Chodesh Tov. טוב, Si on תודה se voit רבה. pas, si on se voit pas Et avant Pessah, d'excuses pour le. alors Merci Pessah beaucoup. Kasher Vesameach. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais j'excuse Chodesh pour le problème טוב. technique. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Chodesh Tov, Il y a un cours Litraot. d'Ariel Assaf dans quelques minutes. Kol Tov. Waouh, vous avez de la chance. חודש טוב ושבוע טוב.